L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va marauder dans les rues de l'agglomération grenobloise, partir à l'autre bout du monde en levant simplement le pouce et découvrir la web-série mouvementée du duo Jean Dommage. Et pour parler de ces sujets, j'ai à mes côtés le duo Jean Dommage. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Donc, Sofiane Benali alias Jean est ici et Majoub Yarmani alias Maj en cuir noir. Très élégant. Faut cuire, mais cuire quand même. Quand même. Un peu synthétique, quoi. On dira pas à la télé, faux, vrai, on voit pas la différence. En face de vous, Antoine Cuesta. Bonjour Antoine. Bonjour. Globe-trotteur, globe-stopper, même puisque Stopper vous avez plutôt, fait ouais. une partie du tour du monde simplement en levant le pouce. On verra ça tout à l'heure. Et puis Mario Zitoli, président du SAMU social de Grenoble. Bonsoir. Bonjour. Alors le SAMU social de Grenoble, qu'on appelle aussi le 26, c'est une structure qui a été créée en 1990, donc ça fait plus de 27 ans que ça existe. J'ai envie de dire, malheureusement, aujourd'hui, ça a encore toute sa raison d'être. Oh, encore plus, je dirais. Puisque nous avons depuis quelques temps une explosion, mais vraiment une explosion de nombre de personnes que nous croisons dans les rues de Grenoble et son agglomération. Donc, Alors, c'est le plus ancien de France après Paris qui avait créé ce concept. Non, je pense que c'est l'association, c'est le premier SAMU de France qui a été créé en 1990, puisque la Fédération française des SAMU sociaux de France a été créée 3 ans plus tard, en 1993. Donc on peut dire que c'est nous qui avons été précurseurs. Tout à fait, enfin Stéphane Gemani, qui est son fondateur. Son fondateur. Ça sert à quoi le SAMU social? Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Plusieurs missions. En fait, la première mission, c'est l'écoute des SDF, des personnes que nous rencontrons dans la rue, éviter donc justement l'exclusion sociale. Il y a aussi une grosse partie qui concerne l'orientation, puisqu'il faut qu'on essaye de les aider par rapport à leurs besoins, par rapport à leur situation. Et puis, surtout, il y a l'urgence sociale, parce que là, je mettrai, si vous voulez, le dépannage pour leur apporter une couverture, surtout en plein hiver, une aide alimentaire qui est nécessaire, donc à la survie, on va dire, et cela tous les jours de l'année, 365 jours par an. Alors ce travail, vous le faites à travers des maraudes, on le voit là en image, vous partez avec vos véhicules à travers les rues de l'agglomération? Tout à fait, c'est une équipe de 3 personnes. Qui, juste avant de partir, appelle le 115, qui est notre partenaire, on va dire, et qui nous donne un certain nombre de signalements, et ce qui nous permet de faire une feuille de route et de partir dans les rues de Grenoble pour gérer d'abord les urgences. On va faire un tri, et d'abord nous allons nous focaliser sur les urgences, et ensuite les autres signalements. Comment ils vous accueillent, les SDF, les personnes que vous venez solliciter pour éventuellement les mettre dans des hébergements d'urgence? Alors plutôt bien, parce que souvent ils sont à l'origine de la demande. C'est eux qui appellent le 115, qui nous relaient le signalement. Donc on est plutôt bien perçus. Comme on le disait en tout début de l'émission, on existe depuis 27 ans. Donc nos véhicules nous connaissent. Nos véhicules sont reconnus partout. Donc voilà, donc l'accueil est plutôt favorable. 26, ça veut dire quoi? On voit le terme sur les véhicules? Oui, tout à fait. C'est l'acronyme de véhicule d'intervention contre l'indifférence. Très important, ne pas confondre avec... avec les autoroutes. Par exemple. C'est pas vraiment le même secteur. Aujourd'hui, la situation des SDF sur l'agglomération grenobloise, elle évolue dans le bon sens? Ça s'aggrave? Quel est votre constat? Alors, malgré les efforts de l'État, parce qu'on ne va pas toujours dire qu'ils ne font rien, il y a quand même un travail de fond. Nous travaillons en étroite collaboration avec la préfecture, avec le 115, je le disais, avec le CCAS de Grenoble, qui est un de nos partenaires. Donc oui, les choses avancent. Mais aujourd'hui, le flux migratoire est tel, le nombre de personnes dans la rue est de plus en plus important. Je vais simplement vous donner 2 chiffres. En 2016, nous avions vu 3060 personnes. Et les 10 premiers mois de l'année, vous voyez, il en reste encore 2, on a vu 8200 personnes. Sur 2017, donc sur 2017, plus du double. Tout à fait. C'est une explosion du nombre de personnes. Et ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est surtout les enfants, des bébés, des femmes,
des femmes enceintes, des femmes qui vivent dans la rue. Qui vivent dans la rue, de plus en plus. Donc là, il y a vraiment une action urgente à prendre et pour créer des centres d'hébergement, puisqu'il n'y a jamais assez de place. Le 115 est toujours saturé, soit au niveau du nombre d'appels, soit parce qu'ils ne peuvent pas répondre à la demande. Alors, vous l'avez dit, vous faites des maraudes 365 jours par an. Effectivement, pendant l'hiver, ça prend encore plus d'importance, mais c'est une association qui tourne tout au long de l'année. Vous appuyez uniquement sur un réseau de bénévoles ? Totalement. 140, 150 bénévoles à ce jour dans l'association, donc avec des équipes de 3. Et ça nous permet effectivement d'être sur le terrain 7 jours sur 7, 365 jours par an. On vient de voir Stéphane Gimani, le créateur du SAMU social grenoblois. Tout le monde peut venir participer, vous recrutez dans vos équipes ? Bien sûr, les bénévoles sont toujours les bienvenus parce que nous avons quand même un petit turnover. C'est quelque chose qui est épuisant. Faut reconnaître, c'est la nuit. Donc il y a la pénibilité en plus. Vous le disiez tout à l'heure, le froid n'arrange rien quand il pleut énormément. Donc vous êtes vraiment dehors avec des conditions climatiques pas faciles. Mais bon, on est là pour apporter du soutien aux personnes SDF et on oublie un peu nos conditions, on va dire, à ce moment-là. Alors, vous l'avez dit, vous travaillez aussi en réseau avec les différentes associations de l'agglomération. On voit quelques images du grand repas qui a eu lieu ce samedi à la Halle Clémenceau, à l'initiative de la Banque Populaire, du Secours Populaire ou du CCAS. C'est le même public, c'est des personnes en difficulté très, très précaires qui là sont accueillies pour une occasion. L'arrivée de Noël, souvent, ça permet aussi de mettre des initiatives un peu particulières et vous en avez une de prévue dans quelques jours. Oui, tout à fait. C'est vrai que nous collaborons depuis un peu plus d'un an avec pas mal d'autres associations et structures amies qui sont soit sur le terrain, soit qui gèrent d'autres structures. Et effectivement, ça nous permet de faire un travail plus de fond, de collaborer. Et nous allons créer avec certaines d'entre elles justement le premier Noël de la rue. Et c'est quelque chose, on va dire, de plus festif pour rassembler la population, mais aussi les personnes qui sont dans la rue pour partager un bon moment, en tout cas, pour avoir des discussions autres que celles que nous avons lors des maraudes. Ce sera le 16 décembre dans le Jardin de Ville. Au Jardin de Ville. De Grenoble, ce Noël de la rue, où tout le monde peut venir participer, apporter sa contribution. Et puis, si vous voulez aider le SAMU social, il y a un site internet, SAMU social de Grenoble, où vous pouvez trouver les contacts. Alors, la période de Noël est censée être une période un peu plus heureuse que le reste de l'année. On a vu avec vous que ce n'est pas le cas pour tout le monde, malheureusement. Mais je vais me tourner vers Jean et Mage, vos deux pseudos, qui, eux, vont nous apporter un peu de bonne humeur, un peu de joie de vivre, grâce à un duo comique. Alors que vous avez créé tous les deux il y a quelques années, je crois que vous êtes deux copains d'enfance. Je ne connais pas, moi. Ça commence mal. Je ne connais pas cet individu. Je vous le présente. Dans la vie de tous les jours, ça va, Joub, enchanté. Il s'appelle Sofiane Ben Ali dans la vie de tous les jours. Et je vous présente donc Majoub Yarmani. C'est l'occasion de faire les présentations. Plus sérieusement, ça a démarré sur les bancs de l'école, votre complicité ? À la base, on est des amis d'enfance. On habite 2 bâtiments d'écart. Donc on se connaît depuis une bonne quinzaine d'années. Et puis on a commencé cette aventure de vidéo il y a un peu plus de 2 ans maintenant. C'est ça, 2 ans ? À peu près 2 ans, ouais. 2015, quelque chose comme ça. Et puis on était venus il y a 1 an et demi ici pour en parler. Vous vous souvenez de la date de votre première venue sur Télé Grenoble ? C'était au mois d'avril, mois de mai. C'était au mois d'avril, mais c'était pas n'importe quel jour. C'était le 1er avril. 1er avril. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Pour parler de blagues et d'humour, on avait choisi le bon jour. C'était bien choisi. Je crois que c'était un hasard, mais en tout cas, ça vous a porté chance, puisqu'à l'époque, vous réalisiez des petites vidéos humoristiques avec les moyens du bord, avec votre smartphone. Vous les postiez en tout cas ensuite sur Facebook. Voilà ce que ça a donné. Je t'arrive. Et là, bébé. Oh, tu sors d'où, toi? Oh, écoute. Qu'est-ce qui se passe? Là, il y avait une meuf. J'ai pris son numéro, c'était un pétard. Quand ça? Là, il y a 1 minute, 2 minutes. Là, tout de suite. Là, ouais, juste là. Oh, elle était belle ou pas? Elle était belle? Un missile. Mais non. Oh, t'as trop la... Arrête de crier, frère. Oh, t'as trop la cote, frère. Comment tu fais? Viens, on va l'appeler, Comment tu fais? Oh, des fois, elle a une copine et tout. c'est vrai? Oh, j'ai envie de me marier en plus. Viens, on l'appelle. Vas-y. Oh, des fois, c'est mon jour de chance, frère, aujourd'hui, tu sais pas? Écoute ça. SFR, bonjour. Le service demandé n'existe pas. Mon frère, mais je ne te comprends pas.
Alors voilà, ça a cartonné sur... Personnellement, j'assume pas du tout ce qui vient de se passer. C'était pas moi. Est-ce que ça marche mieux avec les filles, Jean, maintenant? Elles vous donnent leur vrai numéro de téléphone ou elles continuent à vous embobiner? Ah, ça, je peux pas dire. C'est comme Surtout après cette vidéo. Alors ça, c'était il y a, on va dire, 1 an et demi. Vous postiez ça sur Facebook, ça cumulait les vues. Je crois qu'au total, vos petites vidéos ont dépassé les millions de vues sur le réseau social. Hein. Ouais, c'est ça. Sur Facebook, on a fait plus de 10 millions de vues. Donc ça marchait super bien. Comme vous l'avez vu, ce qui se passait, c'est que c'était essentiellement avec le téléphone. Et on avait beaucoup d'idées, mais on n'avait pas les moyens de les développer. À chaque fois, on pouvait en tirer que 20 ou 30%. Et du coup, on voulait passer l'étape au-dessus. Et en plus, on était venu sur le plateau parler de web-série il y a 1 an et demi. Exactement. C'était prémonitoire, en fait. On sentait le... Vous aviez votre projet en tête, vous aviez envie de le réaliser. Mais pas avec qui. Mais voilà, il manquait les moyens, il manquait éventuellement une rencontre. Et je crois qu'elle a eu lieu, cette rencontre, quelques mois après. Exactement. quelques mois après. C'était au mois de novembre, je crois. Ouais, novembre, il y a un an. Il y a un an. Au mois de novembre, on a rencontré... on est déjà passé par l'association Cap Beria, qui est une pépinière d'assaut. Et on est parti là-bas à la base pour créer notre association et peut-être trouver des subventions pour pouvoir partir sur cette web-série. Tu voulais partir avec les subventions voyage. Ouais, il faut mettre les mots dans l'ordre, sinon ça peut... Et du coup, on a rencontré... du coup, Cap Beria nous a envoyé vers une autre association qui s'appelle Shaolin Shadow. Et on a rencontré Michel Nogara, qui est un réalisateur. Et du coup, c'est avec lui qu'on a commencé à démarrer cette belle aventure de web-série, où on a commencé à écrire pendant à peu près 8 à 12 mois à peu près. Alors, vous avez écrit vos aventures, vous avez écrit vos épisodes. Shaolin Shadow, c'est une association échiroloise qui est spécialisée dans la production audiovisuelle. Donc, ils vous ont aussi apporté leur savoir-faire. Et le projet est né, on va dire, à l'automne 2017, donc il y a quelques semaines. Pour vous montrer l'évolution, on a vu donc Jean Dommage il y a 1 an et demi. Voilà la bande-annonce de Jean Dommage version 2017. Ouais, vous arrivez quoi à frapper comme ça, les gars? C'est cherté. Oh, vous êtes sérieux ou quoi? Va tranquille. Faut que je te parle. Les thunes, elles sont où? C'est vous les deux marioles qui avez fait foirer le braquage. Besoin d'un petit peu plus? Non, ça va aller. Je te laisse 10 secondes tout seul. Faut tous ton cul. Mais gros, on suicide pas pour ça, on suicide pour des vrais trucs. Je sais pas, quand par exemple ta meuf elle t'a trompé. Elle m'a trompé, putain. Avec 4 gars, elle m'a trompé. Et regarde-moi quand je te parle. Regarde, ça y est, elle a absorbé la meuf, elle est amoureuse. Alors écoute Laura, s'il y avait quelqu'un, tu serais la première au courant. Oh, il est étrange ton pote, papa. C'est lui, il a choisi de mettre l'alternative. Oh, nous, la play, elle est là-bas, frère. Je vais jouer à la comédie à la play. Je vais regarder comédie. Sérieux? C'est stratégique. T'es où? Désolé, maman, t'inquiète pas. Attends. Je suis là. T'avais raison, on a fait des conneries avec Maj. On doit de l'argent à Mancuso. Bon, touché, mais pas coulé. Elle s'appelle comment cette web-série alors? Alors là, par contre, c'était bien moi dans les images. Hein. C'était vous là? Ah, là, c'est moi, là, c'est moi, là, c'était bien moi. Là, c'était moi. Elle s'appelle Jean Dommage. Alors, on s'est pris la tête. On a essayé de trouver un titre qui collait avec l'ambiance, avec l'histoire qu'on voulait raconter. On n'a pas trouvé quelque chose qui collait. Les propositions qui ressortaient nous enfermaient un peu dans quelque chose. Et nous, on voulait vraiment garder cette liberté pour la suite, pas de s'enfermer dans quelque chose. Vous êtes resté sur la marque originale. Exactement, les deux personnages, l'histoire, et puis ça fait comme ça. Ça raconte quoi, cette web-série? On le comprend en voyant cette bande-annonce, hein, qu'on est dans l'univers un peu des gangsters, des braquages. C'est deux jeunes qui ont rien du tout, qui ont rien demandé et qui se retrouvent dans un braquage. Ils le font foirer lamentablement et ils doivent rembourser une dette au plus gros truand de la ville en moins de 48 heures. Donc forcément, ils sont un peu dans la panade. On va voir. J'ai un autre mot, Thibaut, tu vois. Oui, mais moi, je sais qu'il y a les téléspectateurs qui me regardent. Donc j'essaie de trouver, tu vois, des mots qui passent, bien une heure de grande écoute. Mais j'ai compris ce que tu voulais dire. On va d'ailleurs regarder un petit extrait du premier épisode. Le braquage vient d'avoir lieu. Vous êtes pris en chasse sur les quais de l'Isère, pour ceux qui reconnaîtront, par la police. Putain, c'est les flics. Ok, tiens. Toi, tu prends ça là. Toi, tu prends lui. Et toi, tu prends celui-là. C'est plus léger. On se retrouve au point de rendez-vous comme convenu. Jette-moi ça, putain.
Il est où le boss? Je sais pas, c'est barré. Barrez-vous, je crois que ça vient. Barrez-vous, on se retrouve chez mon cousin. Mais protège-nous, wesh. Rendez-vous, vous êtes servés. SM. Rendez-vous, putain. On marche. Ah, voilà, le magot est passé dans l'Isère, il va falloir payer On cherche toujours. la dette. Il y a 6 épisodes hein, sur cette première saison. On le voit, les moyens techniques ont largement évolué depuis les tout débuts au smartphone. Ouais, on est plus sur du téléphone là. Hein. Non, on est plus sur du téléphone, mais là on voudrait faire un petit clin d'œil à Mehdi Claire qui a travaillé, on voyait un peu les effets spéciaux quand il y avait avec les tirs de et il a fait un travail exceptionnel à ce niveau-là, donc c'était vraiment souligné. Ouais, pas du tout, on n'est plus du tout dans les mêmes moyens, il y a vraiment une évolution, c'est ce qu'on recherchait, c'est ce qu'on voulait. Shaolin Shadow, avec à sa tête Michel Noguera, nous a donné cette possibilité-là de passer un cap, de faire un travail de qualité. Ils ont fait un travail monstrueux. Parce que voilà, pour information, on avait moins de 15 000 € de budget. Pour l'ensemble du projet. Donc avec tous les bénévoles et toutes les composantes, on va dire, de l'équipe technique, ils ont fait un travail de fou pendant 2 mois et demi, ils ne dormaient plus. On a tourné pendant plus de 2 mois tous les jours. C'était une grosse cadence et franchement, c'est grâce à eux qu'on a réussi à sortir ce projet, quoi. On voit quelques images du making-of avec un environnement grenoblois hein, pour l'ensemble des scènes. Pour la majorité, oui. On a tourné aussi quelques scènes à Paris. Et puis beaucoup de bonne volonté. Vous disiez une centaine de personnes qui sont venues donner un coup de main, chacun à leur niveau. Il y a juste un petit bémol, je crois que c'est l'ingénieur du son. Il n'y a pas de bémol, Thibaut. Non, il n'y a pas de bémol. Même pour lui, là, qui est en train de dormir alors qu'il voilà. Ça illustre parfaitement mes propos. Voilà, on voit. Non, c'était super physique et pour nous, c'est un rêve qui se réalise. C'est un rêve de gosse, quoi, de se dire on est là, on joue devant des grosses caméras, il y a du monde tout autour. Parfois, il y avait des maquilleuses. J'ai kiffé quand me maquiller en plus. Elles avaient du boulot. Hein. Surtout pour lui, elles avaient du boulot. Moi, c'était un chantier. Alors, en plus, ça marche. Hein, les 2 premiers épisodes ont dépassé les 100 000 vues sur votre chaîne YouTube. Est-ce que ça vous donne envie de développer ça, d'aller plus loin? Ça donne envie, toi? J'imagine que oui, mais vous avez un projet ça me donne envie, moi. En tête, puisque l'an dernier, il y a 2 ans, vous aviez parlé d'un projet. Il a abouti. Parlez-en maintenant et puis on verra dans 2 ans. Je pense que déjà, il y a la saison 2 à faire. C'est la suite logique. La suite logique. Et pour la suite, on ne sait pas, peut-être rentrer chez Netflix, pourquoi pas. Là, en tout cas, après, l'objectif, on va dire, après la... Ouais, mais c'est bien d'être ambitieux après. Dans 2 ans, on sera chez Netflix, ce qui est mais en possible. tout cas, l'étape suivante, c'est d'essayer de voir si on peut travailler avec des diffuseurs ou avec des boîtes de prod pour encore passer un cap, parce qu'on a eu la chance d'avoir une saison 1 qui est vraiment de bonne qualité. Et nous, la saison 2, on va toujours essayer de progresser. Donc c'est soit mieux faire, mais si c'est pour faire pareil ou moins bien, ça ne sera pas la peine. Donc là, on va essayer de démarcher des diffuseurs, etc. pour continuer à progresser. Bon, cette première saison, je vous invite à la découvrir sur la chaîne YouTube de Jean Demage. Il y a déjà 4 épisodes qui sont en ligne. Il y en aura un prochain vendredi soir et puis le dernier le vendredi d'après. Et vous pourrez, avant les fêtes de Noël, découvrir l'intégralité de ce feuilleton grenoblois qu'on espère voir grandir encore plus d'ici 1 an ou 2. Allez, on va terminer cette émission avec quelqu'un qui manie aussi la caméra à sa façon, Antoine Cuesta. Vous êtes parti en septembre 2015 pour un tour du monde un petit peu particulier. Hein. Vous êtes parti de Grenoble, de Poisa même. De Poisa, donc de Grenoble. Et je pars du coup 100% en autostop. J'ai parcouru aujourd'hui 60 000 km, donc de Poisa jusqu'en Nouvelle-Zélande, en traversant toute l'Europe, la Russie, Mongolie, Chine, Japon, Asie du Sud-Est, Océanie pour rejoindre Nouvelle-Zélande. Et en plus de ça, je dors chez les gens. Uniquement en levant le pouce? Tout à fait. 100% en autostop, donc tout type de transport passe par l'autostop. Alors, on va voir quelques images de vous, parce que vous filmez, vous avez votre petite GoPro ouais, qui vous accompagne. Là, on est où Alors là, ça doit être une vidéo qui a dû être tournée au Laos, traversée du Laos depuis le Vietnam pour rejoindre la Thaïlande. Là, vous allez le désert de Gobi, en Mongolie, donc par moins 40 degrés.
Et donc il devait être 10h du matin et j'étais un petit peu pompette car la culture veut qu'on boit 2 petits shots de vodka pur dans des gros Pas le bolets. conducteur quand même, si. Je n'en dirai pas plus. Là vous êtes à Hong Kong, c'était ma première motostop à Hong Kong. Donc j'étais plutôt content et on comprend pas trop ce qu'il dit. Mais voilà, ça fait partie des choses. Voilà, ça c'est en Sibérie, la Russie, traversée de la Russie, toujours en autostop. Ça m'a pris plus de 10 jours. Donc c'était une grande expérience. Vous dormiez dans le camion. Dormir dans le camion, dormir. Sympa, il vous prend en autostop et il vous héberge même. Logé, nourri, etc. C'était des moments assez incroyables. Donc par contre, c'est vivre aussi dans un camion. On passe plus de 10-12 heures dans le camion. Là, vous avez la muraille de Chine également. Alors la muraille, on va la voir. D'abord, ça c'est le sac à dos. Ça, c'est le sac à dos. D'origine, hein. Tout à fait. Et là, on peut même le voir justement sur les écrans actuellement. Vous êtes parti de Grenoble avec ça. Il y avait combien de kilos de matériel? Là, il est vide. Hein, là, il est 100% vide. Donc, il y a eu jusqu'à 30 kilos. Donc, j'avais un sac à dos ventral avec tout ce qui était équipement, on va dire, plus sophistiqué, comme la tablette, appareil photo et GoPro. Et à l'arrière, donc là, vous avez le pharmacie, habits, sac de couchage, tente. Voilà. Quand on part comme ça en autostop, on ne peut pas choisir sa destination. Vous aviez un itinéraire prédéfini ou c'était vraiment à l'aventure? J'avais un itinéraire prédéfini, mais il se trouve que quand je suis arrivé jusqu'en Finlande, j'ai complètement tout changé. Je me suis dit, je ne vais pas passer par l'Asie centrale. Je me suis dit, je vais m'attaquer à la Russie, le plus gros pays du monde. Ça me tente bien, et vu que c'est l'hiver. Exactement. Ouais. Finlande, j'ai pris un premier gros paquebot en autostop avec ma propre cabine, grâce à la seule compagnie qui propose ce trajet-là, 14 heures de traversée. Et je me suis attaqué à la Russie. Comment on fait de l'autostop en paquebot? Là, il faut envoyer soit des emails ou aller directement dans les bureaux. C'est quelque chose que je fais. Je préfère aller directement dans les bureaux, comme j'ai fait d'ailleurs pour Télé Grenoble, etc. je vais directement voir, que ce soit les journaux, les télévisions ou les compagnies aériennes. Et je me présente et je dis, voilà ce que je veux. Qu'est-ce que vous en dites? J'argumente un petit peu et puis ça marche. Et puis ça marche. Alors, avec ce système D, vous êtes allé en Russie, mais même en Chine. On vous voit là sur la muraille de Chine. Exactement. Alors ça, c'est un des moments les plus forts, les plus dangereux également, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de risques pour atteindre cette partie-là de la muraille de Chine qui n'a jamais été rénovée. Donc température environ moins 10 degrés, pas rénové, interdiction au public, donc très difficile d'accès. Et j'y ai passé la nuit, j'y ai planté ma tente sur la muraille de Chine, j'étais tout à fait seul au monde. Et il a même neigé pendant toute la nuit, donc c'était une expérience absolument incroyable. Donc là, on voit le coucher de soleil sur la muraille de Chine. Voilà ce qui peut arriver. Donc il y a eu des tas d'expériences. Celle-ci, c'est celle qui a marqué beaucoup de gens, donc les personnes qui me suivent. Et puis moi aussi, encore en voyant ça, je ne me rends pas compte. Parce que là, aujourd'hui, je suis à Grenoble. Est-ce que vous filmez beaucoup de vos aventures, vous les filmez, vous les postez après sur les réseaux sociaux? Même si vous êtes parti très longtemps de Grenoble, on va dire que vos proches ou tous ceux qui vous ont suivi sur ce périple n'étaient pas complètement déconnectés. Vous parlez de dangerosité pour la muraille de Chine. Il y a eu aussi des expériences un peu plus particulières. Il faut se plier aux coutumes locales quand on va dans les pays. Et là, j'ai des images de vous à table, au Vietnam. Qu'est-ce que vous êtes en train de manger? Alors là, je suis actuellement, désolé pour le public qui nous regarde, hein, notamment ceux qui ont du chien, car voilà ce qui est dans mon assiette, tout simplement. Donc je mange du chien. Donc vous allez voir, j'hésite pas trop parce que, en fait, j'hésite jamais quand je mange. Si on hésite, on n'y va pas. Non, mais voilà, j'ai même demandé à manger du chien, en fait, parce que je suis très curieux. Voilà, je mange de tout. J'ai mangé des embryons d'œufs, j'ai mangé du serpent, des cœurs qui palpitaient encore vivants, boire du sang, etc. Voilà, avec Maxime Muscat, par exemple, j'ai dû manger du serpent. Mais voilà, je suis très ouvert et il n'y a pas de souci. Donc là, je crois que c'est ça, cette scène. Hein. Là, ça, c'est un cœur... Là, c'est le cœur qui palpite encore. C'est un cœur de serpent, exactement. Donc, cœur qui palpite avec la bile du serpent, avec un petit peu de vodka pour faire passer le tout. Donc j'ai été grondé par cette dame parce qu'en fait il faut pas mâcher le cœur et j'ai mâché le cœur. Ah, faut l'avaler. Ouais, il fallait le gober. Donc voilà, tant pis hein. Là c'est quoi le liquide rouge? Là, le liquide rouge c'est le sang. C'est le sang frais parce qu'en fait on égorge le serpent devant nous et il le mélange dans des shots. Donc voilà. Donc là on peut voir que Maxime Muscat ça va pas très bien. Il est moins à l'aise que vous hein. C'était son premier jour au Vietnam et du coup je l'ai accueilli le pauvre. Là c'est la peau du serpent. Hein. Voilà, donc il m'a demandé de faire quelque chose d'un petit peu extraordinaire. J'ai dit, écoute, pas de souci, allons. Bon, Maxime Muscat, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un des chroniqueurs de l'émission le petit journal sur Canal+. Sur Canal+, à l'époque, oui. Yann Barthès, qui maintenant a migré sur un autre nom et sur une autre chaîne. Exactement. Mais je crois que Maxime Muscat ne fait plus partie de cette aventure, mais en tout cas, du tout. Il testait beaucoup de choses à l'époque et il est toujours ouvert à pas mal de choses. Ouais. La télévision, vous en avez fait aussi dans ce périple. J'ai des images mythiques d'une émission sur une chaîne mongole. Hein. Exactement, c'est à Ulaanbaatar, celle-ci, à Eagle News. Vous avez compris tout ce qu'elle vous racontait, la jolie présentatrice? Oui, du coup on parlait en anglais, c'est rigolo. Et là on entend tout en mongol.
Alors c'est vrai que c'est rien que de le voir. C'était mon premier interview. Après j'ai fait au Japon et en Asie centrale. Mais là, Bon, ça fait des beaux souvenirs. Vous allez repartir, Antoine, dans quelques jours après la nouvelle année? Tout à fait. Je vais partir donc fin janvier, début février. Je vais passer les fêtes comme avec mes proches parce que ça fait un petit moment que ça s'est pas fait. Parce qu'il n'y a pas Noël de partout dans le monde et j'attends pour trouver des sponsors. Je suis en ce moment à la recherche de sponsors, récupérer un petit peu de matériel pour m'attaquer au prochain continent. Donc voilà, fin janvier, début février pour 3-4 ans de voyage encore à venir. Bon, le dossier de sponsoring d'Antoine, il est là. Vous pouvez le retrouver sur Facebook. Il y a toutes ces vidéos et puis ces Exactement, contacts. tout à fait. Et puis en petit clin d'œil, hein, parce que vous pourrez venir nous raconter n'importe quoi. Vous avez fait le tour du monde en faisant le stop, voilà. Mais non. Vous m'avez amené le passeport où je n'ai pas compté, mais le nombre de tampons, il y en a combien là? 76 tampons et visa. 76 tampons et... Pour 33 pays traversés. Et visa. Vous parlez combien de langues aujourd'hui? J'en parle que 2. Hein. Ah, toujours que 2. Malheureusement, l'espagnol arrive. Bon, après, je peux dire bonjour et merci dans quelques autres langues, mais c'est le langage des signes notamment qui prime. Bon, on vous souhaite bonne route. Merci beaucoup, en tout cas. Pour la suite, je crois que vous êtes sur le marché de Noël. Hein, sur le marché de Noël, vous pouvez venir exactement vers la BNP Paribas. On a un petit marché vendre des produits artisanaux. Donc voilà, le stand Montbaluchon. C'est exactement. Notamment. Merci en tout cas à tous les 4. On se retrouve dans 2 ans pour les Césars et puis dans 4 ans pour les Oscars. Magnifique. Ouais, bonne soirée à tous. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.